Bonjour à tous, amis téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue dans cette émission avec ou sans caféine. Alors cette semaine, on continue un peu notre lancée, cette étude très sérieuse sur tout ce qui tourne un petit peu autour de l'éducation scolaire. Mais juste avant, nous voudrions vous passer un petit message, notre message d'intérêt public, ce slogan qui a été utilisé par les gens de Val d'Espoir et qui, on l'espère, va se répercuter au Québec en entier. Voilà, donc on écoute tout de suite ces belles paroles de M. Jean Couture. Maintenant, j'inviterai M. Jean Couture, président de la commission scolaire René Lévesque. Veuillez prendre parole, M. Couture. Merci beaucoup. Alors moi j'ai le goût de commencer en vous disant, peuple gaspésien, on est rassemblés, puis face au monde, aux caméras, face aux médias, on est capable de démontrer qu'on se tient. On va être unis dans la vie, et si on est unis, un jour la MRC RGPRC ne sera plus dans la même situation qu'elle est présente. Merci. Eh bien voilà ce slogan que Val d'Espoir a adopté pour aller de l'avant face à... oui, vous vous demandez sûrement ce que cet individu fait à côté de moi. En fait, dans cette série d'émissions qu'on a commencé il y a quelques semaines, je vous avais soulevé l'idée qu'on garderait un œil spécifiquement sur Val d'Espoir, n'en déplaise à certains, parce qu'on pense que ce qui se passe là-bas devrait être un peu représentatif de ce qui pourrait se passer en plus large. Et comme les médias aiment bien les stéréotypes, pas forcément les médias, mais la politique aussi, alors on s'est dit, on va en mettre un petit peu. Et alors pour ceux qui ne le savent pas, un stéréotype, vous pouvez prendre le dictionnaire, mais en gros, c'est si je vous dis par exemple musulman, vous allez peut-être voir un barbu prêt à se faire exploser. Un stéréotype, c'est un genre de cliché. Donc nous avons invité le stéréotype du décrocheur scolaire. Voilà. Voilà à peu près à quoi il ressemble, selon les statistiques. Et en fait, ce n'est pas vraiment nous qui avons créé ce stéréotype-là, ce sont les publicités gouvernementales. Rappelez-vous, lorsque le gouvernement faisait des publicités pour faire part du taux de décrochage scolaire au Québec, qui, c'est une réalité, est très très fort. Donc, je vous invite juste à consulter la publicité que voici. Alors vous l'avez vu, je ne sais pas si vous avez pris le temps de bien lire ce qu'il y avait sur les textes, mais ces phrases qui disent que voilà, un décrocheur coûte 124 000 $ pour la société, que c'est un futur gars de prison, que c'est quelqu'un qui va être dépressif, quelqu'un qui va sûrement faire clasher le système, eh bien... non merci, j'essaye d'arrêter. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ce genre de stéréotypes-là, eh bien, qui sont un peu ces chiffres qui sont avancés, c'est sûr que la réalité est telle dans notre recherche, c'est qu'on s'est rendu compte que si vous avez par exemple une personne qui est décrocheur,
qui a déjà de la difficulté à être participative dans ce système-là, ça va être encore plus dur pour elle parce que le système est bâti comme tel. Et je vous invite à écouter, il y a eu des conférences, il y a eu beaucoup de forums pour essayer de comprendre le décrochage scolaire. Oui, on a parlé d'abolition des commissions parce qu'on se demandait, là, en tout cas la semaine passée, mon fils qui était là aussi se demandait si ça servait à quelque chose. Mais si on pousse encore un petit peu plus loin, on se rend compte que, alors il y a les phénomènes des parents, mais il y a le phénomène aussi de ce qu'est le système éducatif lui-même. Et je vous invite à écouter un intervenant lors d'un forum qu'il y a eu en Europe, Bernard Gerd, qui nous parle, qui est un enseignant et qui a participé à ce forum, et justement pour essayer de comprendre le décrochage scolaire. Donc je vous invite à l'écouter. Je suis cofondateur de deux structures, l'une associative qui s'appelle La Bouture et l'autre qui est au sein de l'Éducation nationale, un établissement expérimental et dérogatoire qui s'appelle le Collège Lycée Élitaire pour tous. C'est un établissement qui est destiné aux jeunes en rupture scolaire. Donc je suis là pour participer à une table ronde où je vais pouvoir dire oui, bien sûr, je crois que le décrochage n'est pas une fatalité. C'est difficile d'homogénéiser le décrochage. Autant de parcours de décrocheurs que de décrocheurs. Ce qu'ils ont en commun, tous les décrocheurs, c'est qu'à un moment, quand ils sont partis, ils ont eu le sentiment très très fort qu'ils n'avaient plus de place dans l'école. Une grande partie de ceux qui décrochent ne décrochent pas simplement pour des raisons d'échec scolaire, ça ne se superpose pas le décrochage et l'échec. Il y a des jeunes qui ne sont absolument pas en échec scolaire mais qui vont décrocher, parce qu'ils trouvent par exemple que l'école les infantilise. Et à ce moment-là, on retrouve la question des normes. Les jeunes décrochent parce qu'il y a la normalisation des comportements qui se joue à l'école et puis il y a aussi la fréquentation de savoirs qui sont extrêmement normés, que les chercheurs appellent la normativité des savoirs. Voilà, quand on ne peut pas faire avec la normalisation des comportements et la normativité des savoirs, on décroche. Alors très souvent, on est jugé un peu provocateur au CLEPT et à la Bouture à Grenoble, dans les ouvrages qu'on a publiés ou dans les films qu'on a réalisés, parce qu'on dit qu'un décrocheur, c'est un analyseur des insuffisances de l'offre scolaire. On veut dire quoi? On veut dire que quand on écoute des décrocheurs, qu'on leur demande de revenir sur leur processus de décrochage, ils nous donnent des pépites. Il nous donne des éléments extrêmement intéressants qui permettent de comprendre pourquoi l'école, à son insu, parce qu'elle le fait bien sûr pas exprès, provoque du décrochage scolaire. Voilà. Et si on tient compte de ce que nous disent les décrocheurs, il y a une mine extraordinaire d'éléments à exploiter. On peut tout à fait empêcher les jeunes de décrocher. Bon, on en parlait un peu avant l'émission, le stéréotype et moi, le stéréotype du décrocheur et moi-même, des difficultés à certaines personnes de prendre part à ce système éducatif-là. Et ce qui est tout à fait à leur honneur, j'allais dire, je ne sais pas si vous avez écouté M. Gerd, la problématique, ce n'est pas les décrocheurs, c'est le système éducatif lui-même qui ne permet pas une certaine souplesse et donc d'élargir un peu ces moules, les moules qui vont nous éduquer au niveau de la scolarité pour nous apprendre à être plus tard opérationnels ou pas dans ce système. Alors, comme vous l'avez vu au niveau des... cette semaine, je ne vais pas parler beaucoup parce qu'on a quand même une grosse... j'ai une vidéo très intéressante que j'ai voulu vous partager sur le paradigme de l'éducation. Alors je vous invite à prendre le dictionnaire, mais je peux quand même vous citer un peu le paradigme est une représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle cohérent de vision du monde qui repose sur une base définie, donc une matrice disciplinaire, un modèle théorique ou un courant de pensée. Et il y en a beaucoup qui pensent qu'on devrait complètement revoir le système éducatif, dont le stéréotype du décrocheur, pour justement essayer d'inclure le plus de personnes possible et le plus de différences possibles, d'accord? Un peu comme ici au Québec, c'est un peu une province multi-ethnique,
Vous y trouvez peut-être pas trop en Gaspésie, mais si vous vous baladez à Montréal, vous allez voir que ça pullule d'internationalisme. Donc c'est ça, une vidéo qui va nous donner un peu plus d'informations sur est-ce qu'il faut revoir ou pas le système éducatif complet. Est-ce que le système éducatif prend en compte réellement les gens eux-mêmes ou est-ce qu'ils ne font que les préparer à justement ce qu'ils appellent une matrice disciplinaire, c'est-à-dire... non, non, merci, j'ai déjà dit que j'essayais d'arrêter. Donc c'est ça, une matrice disciplinaire qui permet, une fois qu'on est rentré dans le moule, d'essayer de rester dans ce moule-là. Alors, Paradigme de l'éducation est une animation, vous allez le voir dessinée, mais qui explique, qui a été traduite en français, et qui, si vous prêtez bien l'attention, on va sortir un peu du sarcasme et aller un peu plus dans le sérieux, et vous allez voir que ce qui en ressort est vraiment très intéressant. Et en 11 minutes, vous allez voir qu'on va faire pas mal le tour de la problématique de l'éducation et essayer de comprendre pourquoi on en arrive à des stéréotypes de même. En ce moment, dans tous les pays, on réforme l'enseignement public. À cela, deux raisons. La première est économique. Comment instruire nos enfants pour qu'ils trouvent leur place dans l'économie du XXIe siècle? Comment s'y prendre? Et ce, alors même que nous sommes incapables de prévoir à quoi ressemblera l'économie la semaine prochaine, comme l'a démontré la crise récente. Comment faire donc? Quant à la seconde raison, elle est culturelle. Tous les pays du monde se demandent comment éduquer nos enfants pour qu'ils acquièrent une certaine identité culturelle, pour leur transmettre les gènes culturels de nos communautés, tout en participant à la mondialisation. C'est la quadrature du cercle. Le problème, c'est que ces gens comptent affronter l'avenir en appliquant les méthodes du passé. Et, ce faisant, ils laissent sur le bas-côté des millions d'enfants qui ne voient pas l'intérêt d'aller à l'école. Nous, quand nous y allions, nous étions motivés par un principe. Si on travaillait dur, qu'on obtenait de bons résultats et qu'on décrochait un diplôme, on était sûr d'avoir du travail. Nos enfants n'y croient plus, et ils ont bien raison. Certes, mieux vaut avoir un diplôme, mais ce n'est plus une garantie d'emploi. Surtout si pour l'obtenir, on refoule tout ce qui nous était cher. On entend parfois dire qu'il faudrait remonter le niveau, que cela permettrait de progresser. Eh bien oui, d'accord, ce serait bien. Qui prendrait l'inverse? Aucun argument n'a réussi à me convaincre qu'il faudrait le baisser. Le problème, c'est que le système d'éducation actuel a été fondé, conçu et organisé à une autre époque. Il repose sur la culture intellectuelle du siècle des Lumières et sur la conjoncture économique de la révolution industrielle. Avant le milieu du XIXe siècle, l'enseignement public n'existait pas. Enfin, on pouvait quand même être instruit par les jésuites si on en avait les moyens. Mais l'enseignement public, financé par les impôts, obligatoire et gratuit, c'était une idée révolutionnaire. Beaucoup de gens s'y sont même opposés. Selon eux, il était inconcevable que les gosses des rues, les enfants d'ouvriers, profitent de l'enseignement public. Ils sont incapables d'apprendre à lire et à écrire. Ne perdons pas notre temps. Cette idée s'ajouta à toute une série d'hypothèses sur l'organisation sociale. Fondée sur les nécessités économiques de l'époque, elle fut renforcée par une conception intellectuelle de l'esprit, issue en grande partie de la notion d'intelligence selon les Lumières. Être véritablement intelligent, c'était raisonner selon une logique déductive et maîtriser les humanités, comme on disait. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les compétences intellectuelles. Cette notion est gravée dans le marbre de l'enseignement public. On classe les gens dans deux catégories, scolaires et non scolaires, intelligents et non intelligents. Résultat, de nombreuses personnes très douées sont persuadées d'être bêtes, car elles ont été évaluées selon cette seule conception. L'édifice repose donc sur deux piliers, économiques et intellectuels. J'estime que ce modèle a bouleversé la vie de beaucoup de gens, parfois dans le bon sens. Quelques-uns en ont tiré un grand bénéfice, mais pas les autres. Ceux-là sont frappés par une épidémie contemporaine, à la fois intempestive et imaginaire, le TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Voici une carte des cas de TDAH aux États-Unis, ou plutôt des diagnostics de TDAH. Ne nous méprenons pas, je ne nie pas l'existence du TDAH.
Je ne suis pas compétent pour affirmer une chose pareille. La grande majorité des psychologues et des pédiatres affirment que cela existe, je le sais, même si le débat reste ouvert. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'il ne s'agit pas d'une épidémie. On prescrit des médicaments à ces enfants avec la même légèreté que quand on ordonnait l'opération des amygdales, selon une même base absurde, la mode médicale. Nos enfants vivent l'époque la plus stimulante de l'histoire de l'humanité. Ils sont submergés d'informations, leur attention est captée par tous les supports. Ordinateurs, iPhones, publicités, chaînes de télévision par centaines. Et nous, on leur reproche de ne pas se concentrer. Sur quoi? Sur des sujets barbants, à l'école principalement. Selon moi, ce n'est pas un hasard si le TDAH se développe selon la même courbe que les tests de connaissances. Et on prescrit à ces enfants de la Ritaline, de l'Adderall et toutes sortes de médicaments, certains étant très dangereux, pour qu'ils se concentrent et se calment. Mais, selon cette carte, le trouble de l'attention est plus répandu à l'est du pays. Les gens sont un peu plus distraits dans l'Oklahoma. Ils n'arrivent pas à réfléchir dans l'Arkansas et à Washington, ils ont perdu la tête. Mais là, les causes sont probablement différentes. Cette épidémie est fictive. Si on y pense, les arts, et pas seulement les arts, je crois que c'est aussi le cas de la science et des maths, mais je me centre sur les arts parce qu'ils sont très atteints. Les arts sont aujourd'hui les victimes de cette mentalité, tout particulièrement. Les arts développent l'idée de l'expérience esthétique. Une expérience esthétique, c'est le moment où vos sens fonctionnent pleinement, quand vous occupez l'instant présent, quand ce que vous êtes en train d'accomplir vous fait vibrer, quand vous êtes pleinement éveillé. L'anesthésie, c'est l'extinction de vos sens, l'inertie face à ce qui vous entoure. C'est d'ailleurs l'effet de certains de ces médicaments. Nous adaptons nos enfants à l'instruction en les anesthésiant, alors que nous devrions faire le contraire. Nous ne devrions pas les endormir, mais les éveiller, révéler ce qu'il y a en eux. Mais voici notre idéal. Il me semble que notre système d'éducation répond aux intérêts de l'industrie, qu'il est à son image. En voici quelques exemples. Les écoles sont calquées sur les usines. On y sonne la cloche, les salles sont séparées, on enseigne les matières isolément. Nous instruisons toujours les enfants par classe. Je veux dire, on les soumet à un système organisé selon l'âge. Pourquoi ? Pourquoi croyons-nous que le principal dénominateur commun des enfants est leur âge? Comme si leur caractéristique principale était leur date de fabrication. Pour ma part, je connais des enfants qui, dans certaines matières, sont bien meilleurs que leurs copains du même âge, ou qui travaillent mieux à certaines heures, ou en petits groupes plutôt qu'en classe complète, ou encore qui veulent rester seuls. Quand on se penche sur la pédagogie, on n'adopte pas d'emblée cette conception issue du productivisme, mais la conformité règne. C'est de plus en plus vrai, surtout quand on constate la standardisation des tests de connaissances et des programmes scolaires, leur normalisation. À mon avis, nous devrions aller dans l'autre sens. C'est ce que j'appelle modifier le paradigme. Une grande étude a été menée sur la pensée divergente il y a 2 ou 3 ans. La pensée divergente n'est pas la même chose que la créativité. Pour moi, la créativité, c'est la capacité à avoir des idées originales qui ont de la valeur. Sans en être synonyme, la pensée divergente est essentielle pour la créativité. Il s'agit de l'aptitude à formuler un grand nombre de réponses à une question, à considérer cette question sous plusieurs angles, ce qu'Édouard de Bono appelait la pensée latérale, à penser autrement que selon des voies linéaires ou convergentes, à concevoir plusieurs réponses et non une seule. J'ai donc conçu un test à ce sujet. On peut demander aux gens, combien d'usages pourriez-vous faire d'un trombone? Ils posent alors des questions de routine, puis la plupart proposent 10 ou 15 réponses. Certains sont assez forts pour en imaginer 200. Pour en arriver là, ils s'interrogent. Et si le trombone mesurait 60 mètres de haut? S'il était en caoutchouc mousse? Est-ce que l'on doit s'en tenir au trombone tel qu'on le connaît, Jim? Le test fonctionne ainsi. C'est exposé dans un livre intitulé Breakpoint and Beyond, le point de rupture et au-delà. 1500 personnes ont été étudiées.
Selon le protocole de l'expérience, celles qui dépassaient un certain niveau étaient considérées comme des génies de la pensée divergente. J'ai une question pour vous. Quel pourcentage des 1500 sujets ont atteint le niveau du génie? Un dernier détail, c'était des enfants de maternelle. Qu'est-ce que vous diriez? Combien étaient des génies? 80%? Ok? Il y en avait 98%. Il faut le savoir, l'étude portait sur le long terme. Les mêmes enfants ont donc été testés une seconde fois 5 ans plus tard, vers 8 ou 10 ans. Et là, à votre avis? La moitié moins, 30%. Nouveau test 5 ans plus tard, à 13 ou 15 ans, 12%. Vous avez compris la tendance, n'est-ce pas? Cela nous fournit une donnée intéressante. En effet, on aurait pu supposer que l'évolution se ferait en sens inverse, non? On commence par être très bon, puis on devient meilleur à mesure qu'on grandit. Ça montre deux choses. Primo, nous avons tous cette capacité, et secondo, elle se dissipe en grande partie. Certes, il est arrivé des choses à ces enfants, tandis qu'ils grandissaient, plein de choses. Mais l'une des plus importantes, j'en suis convaincu, c'est qu'ils ont été éduqués. Ils ont passé 10 ans à l'école, où on leur a répété, il n'y a qu'une réponse, elle est écrite derrière, mais ne tourne pas la page. Et ne copie pas, c'est de la triche. Hors de l'école, on appelle ça de la coopération. Mais à l'école, alors là, ce n'est pas l'effet de la volonté des professeurs, c'est comme ça, c'est tout. C'est gravé dans le marbre de l'éducation. Or, nous devons envisager autrement les capacités humaines, dépasser cette vieille scission entre compétences intellectuelles et non intellectuelles. Ce n'est qu'une abstraction, une théorie, un mode de sélection. Regardons enfin les choses en face, tout ça, c'est un mythe. Ensuite, nous devons reconnaître que la plupart des acquisitions de base se font en groupe, que la coopération alimente le développement. Si nous atomisons les gens, si nous les séparons et si nous les jugeons individuellement, nous les séparons de leur environnement éducatif naturel. Enfin, tout repose sur la culture de nos institutions, sur leurs habitudes autant que sur le milieu dans lequel elles fonctionnent. Alors voilà, vous avez maintenant une idée un peu plus élargie, je l'espère, plus objective, hein, pour répondre à cette question, non pas pourquoi y a-t-il deux pharmacies à Percé, mais pourquoi la commission scolaire a-t-elle toujours cours, pourquoi l'école est comme elle est aujourd'hui, pourquoi les taux de décrochage scolaire sont-ils si élevés. Donc, et ce qui m'en vient donc à vous dire de cette série où on focusait un peu plus sur Val d'Espoir, on en conclut un peu sur la volonté de cette communauté, hein, comme le souligne M. Couture, une communauté qui se tient et qui croit fort en se rassemblant comme ils le font actuellement, de pouvoir changer les choses et donc d'essayer de transformer la pédagogie dans leur école. Donc oui, la maintenir ouverte, c'est une chose, mais pas la maintenir dans le système ordinaire, mais de plutôt la placer dans un système alternatif, une pédagogie alternative, éducative pour l'enfant. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, quand on parle des comparaisons et de paradigmes tout à l'heure qui étaient soulevés, vous avez par exemple dans un enseignement ordinaire où l'enseignant est au cœur du dispositif, hein, à l'inverse, où vous avez l'apprenant qui est au cœur du dispositif, d'accord ? Donc, ce qui veut dire que si on avait pris en compte le stéréotype, on avait été attaqué à la base, hein, ça ils connaissent ce mouvement-là, à la base du système éducatif, eh ben, on aurait évité justement de mettre de la pression sur le poids des gens qui ne réussissent pas à rentrer dans le moule. Et je pense que c'est, en tout cas, quand on a fait notre recherche un peu sur ces sujets-là, on se rend compte que en attaquant par cette base-là, on éviterait bien des souffrances par l'avenir et on attaquerait même la problématique de bien de choses. Vous l'avez vu dans cette publicité remplie de clichés, de stéréotypes, hein, par rapport aux décrocheurs scolaires. Si vous avez bien lu les chiffres qui étaient énoncés là-dedans et les mots qui étaient donnés, ce n'est pas des mots simples, hein, quand on parle de prison, on parle de qu'est-ce que ça coûte à la société. Mais bon, ce sont des chiffres avancés comme ça. Qu'est-ce que la commission scolaire coûte à la société et qu'est-ce qu'elle fait en échange pour éviter, hein, par exemple. Ça, c'est un exemple. Il peut y en avoir 50 autres, une centaine d'autres.
Donc, il y a toute une liste. Si vous allez voir dans la définition de paradigme de l'enseignement, pour ceux que ça intéresse, parce que c'est sûr qu'il y en a qui nous écoutent et qui ne comprennent pas forcément ce que je dis, mais si vous prêtez attention aux mots, vous allez voir que paradigme d'enseignement, on peut en inventer, il suffit d'être créatif, et je vous invite à vous tourner vers Val d'Espoir. Et pour conclure, j'ai assisté à une réunion justement où donc Val d'Espoir est en train de travailler sur un documentaire. C'est un beau projet qu'ils mettent de l'avant en faisant participer les jeunes justement sur ce sujet-là. Et ce qui m'en vient à dire que j'ai vu passer sur Facebook de l'école, de ce projet d'école, où justement ils invitaient les enseignants, donc tous les enseignants qui étaient intéressés à faire partie de ce projet, parce qu'apparemment les enseignants actuels de Val d'Espoir ne veulent pas, donc ça c'est une nouvelle d'actualité, ne veulent pas participer à cette pédagogie ou ce changement ce virage qui pourrait se faire dans cette école, qui souhaiterait avoir une école alternative. Donc ils ont demandé leur transfert. Donc ça veut dire qu'il y a un appel qui est lancé à tous les enseignants qui aimeraient faire partie de cette aventure, de le signaler, parce que c'est à partir de cet automne, de la rentrée, que vous pourriez participer à la construction de cette nouvelle pédagogie-là, et puis pour qu'en 2014 puisse être annoncée officiellement, on l'espère, voilà, pas uniquement pour nos stéréotypes, mais pour l'ensemble des enfants, pour éviter justement de passer par les stéréotypes et d'arriver à faire vivre une première école alternative en Gaspésie, ce qui serait quelque chose de formidable, parce qu'on aurait au moins quelque chose de différent qui apporterait un peu de diversité. Voilà, donc je vous rappelle que les propos tenus dans cette émission ne sont tenus que par le stéréotype lui-même, hein, et peut-être on pourrait avoir, la semaine prochaine, on va essayer d'inviter le stéréotype du sarcastique. Voilà, donc je vous invite à... Vous pouvez revoir cette émission et l'émission de la semaine passée, parce que je parlais beaucoup de commissions scolaires, mais vous les retrouvez sur le site internet de tvcgr.com. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine. On finit notre avant-dernière émission sur cette série de Val d'Espoir. Alors, je sais qu'il y en a peut-être qui disent « Mais pourquoi on parle que de Val d'Espoir ?» Mais je vous avais annoncé qu'on aurait 3-4 émissions qui focusaient un peu plus sur ce qui se passait en ce moment, parce que là, ça achève. Vous l'avez vu dans les journaux, ça annonce un sursis de 2 ans. Donc, ce qui veut dire que là, ils travaillent fort pour essayer de ramener ça, donc déjà de la maintenir ouverte, mais déjà tous les enseignants qui seraient intéressés à participer à cette belle aventure, peut-être à faire une différence justement. Déjà, bien sûr, il faudrait que vous soyez intéressés. Eh bien, n'écrivez surtout pas à l'école tout de suite, parce que vous allez vous faire jeter, mais demandez votre transfert, ça vaudrait la peine. Voilà. Donc, à la semaine prochaine, et puis merci au stéréotype de nous avoir accompagnés. On aurait voulu avoir une entrevue avec lui, mais ça n'a pas été trop possible, parce que le stéréotype du décrocheur n'a pas beaucoup de vocabulaire. À la semaine prochaine.